L'énarque du Front National, c'est lui, à l'image de cet électorat de gauche populaire qui se déporte de plus en plus vers l'extrême droite. Il a d'abord servi chevènement, admiré Mélenchon et rejoint finalement Marine Le Pen, qu'il a nommé directeur stratégique de sa campagne. Il est l'homme politique qui monte à droite. Florian Philippot, vice-président du Front National, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans notre studio avec moi pour vous interviewer, Yannick Cabrol. Bonsoir. Bonsoir. Pose la première question. Oui, la première question va vous demander de réagir à des propos plus ou moins d'actualité. Vous avez affirmé que Copé était électoraliste et cynique sur le racisme anti-blanc. Pourtant, on entend régulièrement parler d'une alliance FN-UMP. Si oui, l'électorat peut être d'accord, mais les idées le sont moins. Alors, sur quelle base commune faire une possible alliance avec l'UMP ? Non, mais vous entendez effectivement parler d'une alliance possible FN-UMP, mais dans la bouche de certains journalistes, pas chez nous. Voilà. Nous ne sommes pas du tout sur cette ligne pour une raison simple, c'est que, vous l'avez dit, sur la ligne, il y a des divergences fondamentales. Voilà, je prends en ce moment la question du traité européen et de l'Europe. On voit bien qu'ils ont abandonné toute idée de souveraineté nationale, d'indépendance nationale, de gaullisme. Nous sommes, nous, sur une ligne de souveraineté nationale et de démocratie. Pourquoi c'est même plus ou moins tendu de temps en temps, notamment après les élections ? Oui, de leur part, on a eu Nicolas Sarkozy en 2007 qui a fait une campagne essayant, et avec succès à l'époque, de draguer l'électorat Front National. En 2012, il a essayé de refaire la même chose, ça a beaucoup moins bien marché, ça lui a coûté d'ailleurs son élection. Et là, Jean-François Copé est dans une démarche très électorale. Enfin, chacun l'a décrypté très vite. Hein. Ça ne marche évidemment plus parce que ça apparaît comme pour ce que c'est-à-dire, en fait, je l'ai dit, cynique et électoral. Pour résumer, vous voulez pas vous allier avec l'UMP parce qu'une alliance, finalement, ce serait perdre énormément d'électeurs. Vous n'auriez plus le monopole finalement la solitude, et donc vous n'êtes pas taché par la participation à un gouvernement. Non, ça se pose pas en ces termes. On fait des alliances quand il y a des points communs. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, effectivement, mais il faut quand même qu'il y ait des fondamentaux communs. Nous n'avons aucun fondamental plutôt commun avec l'UMP. En revanche, entre l'UMP et le Parti Socialiste, ils en ont beaucoup. Et ça nous démontre, si vous voulez, qu'il y a une coupure de plus en plus forte entre l'état-major, les apparatchiks de l'UMP, qui sont sur une ligne... Il n'y a pas d'apparatchik au Front National ? Il y en a, des apparatchiks, il y en a partout. Mais les apparatchiks, si vous voulez, deviennent apparatchiks quand ils sont coupés de leur base. Voilà. Chez nous, je pense qu'on l'est beaucoup moins. Donc, je pense qu'il y a donc, pour répondre à votre question, beaucoup moins d'apparatchiks chez nous. À l'UMP, il y en a parce qu'ils sont coupés de leur base, et c'est pour cela d'ailleurs qu'une grande partie, de plus en plus de leur base, souhaite une alliance avec nous, parce qu'ils sont sur nos lignes, parce qu'ils en ont marre du laxisme, parce qu'ils en ont marre de l'européisme, parce qu'ils en ont marre d'une politique qui a montré sa défaillance, c'est moins qu'on puisse dire, depuis des années et des années. Justement, au-delà des idées, est-ce que, objectivement, vous êtes capable de vous affirmer en tant que parti du gouvernement ? Est-ce que vous avez cette expertise ? Est-ce que vous avez des personnels, des hauts fonctionnaires extrêmement bien formés qui sont capables, justement, de prendre le relais du politique pour ensuite gérer la marche d'un gouvernement au jour le jour ? Parce que on sait que vous avez fait de très hautes études, mais finalement, vous êtes assez esselés. Vous critiquez les apparatchiks du PS et de l'UMP, mais eux, ils semblent avoir cette base, cette matière grise qui leur permet d'être au pouvoir, même si vous contestez les résultats. Ils ont une matière grise, mais vous n'allez pas contester qu'il faut quand même être formé. Ça leur a pas permis d'avoir des résultats extraordinaires. Ah voilà, c'est pour ça, vous contestez les résultats, mais en tout cas, il faut avoir quand même la capacité de diriger un pays. C'est pas vous qui allez le contredire avec les études que vous avez faites. Non, mais ne vous inquiétez pas, nous avons chez nous, au Front National et au Rassemblement Bleu Marine plus largement maintenant aujourd'hui, beaucoup de gens en capacité. Voilà, nous avons un programme, il est en ligne, qui doit faire une centaine de pages, qui est construit, qui est intelligent, on fait des colloques régulièrement. Il y a beaucoup de gens en capacité. Je vous dis pas, contrairement effectivement à l'UMP et au Parti Socialiste, qui se montrent tous. Bien sûr, parce que vous le savez, quand encore aujourd'hui, on fait partie d'une certaine élite, entre guillemets, dans la grande entreprise, dans la haute administration, ou dans ces domaines-là, dans ces milieux-là, il est plus compliqué aujourd'hui de s'affirmer comme étant engagé au Front National ou auprès de nous, c'est évident. Mais ces personnes sont là. Et pour répondre précisément à votre question, si nous arrivons au pouvoir, je ne doute pas un seul instant que l'administration française suivra. Mais ces personnes sont là, mais objectivement, vous les montrez pas énormément, ces personnes, et peut-être que ça rassurait un électorat qui est craintif quant à votre capacité de gouverner. Et deuxième partie de la question, les personnes que vous montrez, c'est typiquement Gilbert Collard qui a été élu, et qui, en tant que député, nous dit qu'il est, pour pas le citer, qui veut être un casse-couille démocratique. Donc, effectivement, ça n'incite pas vraiment à la confiance et à la confiance envers un parti de gouvernement. Chacun c'est pas un style, mais imaginez que Gilbert Collard soit nommé ministre des Affaires étrangères, c'est pas juste une affaire de style. Non, je dirais mieux à la justice.
Oui, mais Je pense pas qu'il ait envie d'aller aux affaires étrangères. Ça poserait Mais tout autant de problèmes. Non, la justice serait extrêmement compétente. Nous avons fait, par exemple, je vais vous expliquer quelque chose, c'est le système médiatique. Nous avons fait en février dernier un colloque sur l'euro et sur l'Europe. Nous avions des économistes, je crois, de renom, qui signent des tribunes dans Le Monde, Le Figaro, etc. régulièrement, qui sont professeurs dans des universités françaises, parisiennes. Monsieur Lafay, par exemple, Monsieur Gérard Lafay, Monsieur Rosa, nous avions Monsieur Norman Palma, tous les trois professeurs. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait eu une seule ligne dans un journal. Voilà. Et Marine Le Pen discutait avec eux sur la tribune, etc. Bon, voilà, des gens autour de nous compétents, il y en a beaucoup. Et je crois surtout qu'il y en a plus que dans ces Jean-Jacques Rosa partis-là. vote pas pour vous. C'est un économiste Vous de savez droite, pas. qui est un C'est économiste rien, libéral, je dis mais pas enfin, qu'il il vote n'a pour jamais, nous, mais je ne sais il pas ne pour vous qui il soutient vote. pas officiellement en tout cas. Il Donc ne c'est soutient un pas officiellement, mais il a accepté d'apparaître sur une tribune médiatisée avec Marine Le Pen en pleine campagne électorale. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Pas C'est si déjà pas médiatisé que mal. ça, apparemment. C'est déjà pas mal. Non, pas suffisamment médiatisé, effectivement. Et c'est un vrai problème d'ailleurs du système médiatique, parce que c'est un vrai débat de fond sur la crise de l'euro, sur la crise de l'Europe et sur l'avenir de l'Union européenne. Mais il est certain que multiplier, si vous voulez, on peut faire des trophées. On peut dire, voilà, on a autant d'énarques, de polytechniciens, etc. Ouais. Mais si c'est pour qu'ils disent tous la même chose, comme c'est le cas à l'UMP au Parti Socialiste, et globalement exprimer une continuité qui s'exprime depuis des années et des années, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On préfère avoir des cerveaux qui produisent des idées neuves. En tout cas, l'institutionnalisation de votre parti est en marche. Vous avez maintenant 2 députés, Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard, et puis Jacques Bompard de la Ligue du Sud, qui n'est plus au Front National, mais qui partage globalement vos idées. À votre avis, qu'est-ce qu'apporte Gilbert Collard au débat démocratique aujourd'hui? Que pensez-vous de son action? Que pensez-vous de son expression? Est-ce que pour vous, l'élite qui chie, qui baise et qui rote, c'est une expression qui est conforme à un débat démocratique serein? Oui, je crois qu'à l'UMP, vous avez un Santini qui parle à peu près de la même manière, et pourtant, oui, c'est quelqu'un qui peut être utile aussi au débat. Mais un Santini. On fait pas un concours de la blague à Toto non plus, à l'Assemblée nationale. Ne vous fiez pas simplement aux petites phrases qui ressortent, qui tournent en boucle sur telle ou telle chaîne d'information continue. Regardez ce qu'ils font concrètement. Gilbert Collard comme Marion Maréchal Le Pen ont déposé beaucoup d'amendements depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Si, beaucoup d'amendements. Énormément. Non. Combien? On va voir la page de Marion Maréchal Le Pen, c'est de l'Assemblée nationale, elle a déposé 3 ou 4 amendements. Ah, c'est faux, beaucoup plus. Non, honnêtement, c'est faux, beaucoup plus. La page n'est pas actualisée. Des interventions, voilà. Ils ne font pas partie d'un groupe. Donc, effectivement, ils ont moins de prérogatives que les députés qui font partie d'un groupe, comme vous le savez. Et voilà, ils sont utiles, ils sont une expression à l'Assemblée nationale. Je dis pas qu'ils vont modifier la politique de la France. On ne modifiera pas la politique de la France avec 2 députés. Est-ce que justement, c'est pas le moment de faire des alliances pour faire un groupe? Qui aujourd'hui ne sont pas représentés. Ce qui devrait d'ailleurs vous interpeller tous, qu'un parti qui fasse, comme nous, 13,5% législative n'est que 2 députés sur 577, ça devrait tous nous interpeller, comme ça devrait nous interpeller que des courants d'expression importants, il n'y a pas que nous, ne soient pas suffisamment représentés dans nos assemblées. Vous vous plaignez de ne pas réussir à vous faire entendre de manière suffisante à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne faites pas des compromis? Pourquoi vous n'essayez pas de créer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, avec par exemple Jacques Bompard et avec des membres de la droite populaire éventument? Non, il faudrait 15 personnes pour faire un groupe. Parce que certains vont refuser le traité européen. Vous mentionnez comme opposition à l'UMP le traité européen, certains ne vont pas le signer. Non, certainement pas la droite populaire qui est dans une démarche publicitaire. Voilà, tout le monde a compris ce qu'était la droite populaire. Ils disent des choses, ils votent l'inverse systématiquement. Ils étaient là mais le traité, ils vont pas le voter en tout cas. Certains ne vont pas le voter. Pour Nicolas Sarkozy. Oui, certains, et tant mieux, je m'en réjouis, vont pas voter ce traité européen. Maintenant, ça veut pas dire qu'on va former un groupe de circonstances peut-être, mais on va pas former un groupe parlementaire parce que ces gens-là sont engagés dans des dynamiques électorales et partisanes qui sont contraires à ce qu'on pense être l'intérêt de la France. Le Front National réalise... Mais quand il y aura la proportionnelle, nous aurons un groupe, rassurez-vous. Edouard Carrère. Important. Oui, même peut-être qu'il y aura une dose de proportionnelle. Oui, la question, le Front National réalise des scores plutôt importants dans les zones relativement sinistrées, ou du moins socialement. On entend beaucoup le Front National parler de social, mais hormis le protectionnisme, qui a une visée aussi qui est identitaire, quelles solutions concernant les retraites, les fonctionnaires, le Front National souhaite-t-il apporter, et est-ce que ce ne serait pas finalement juste un vernis social visant à attirer les classes populaires à vous, mais sur le fond, ce serait surtout des démarches qui seraient d'ordre identitaire? Non, le protectionnisme, je vois pas ce que ça a d'identitaire. C'est une théorie économique qui est appliquée dans pas mal de pays d'ailleurs dans le monde et qui vise à lutter contre une concurrence internationale déloyale. C'est pas du tout un point mineur du projet économique. C'est très important le protectionnisme, très important. Et sur les retraites, sur en termes de fonctionnaires, quel État, pour quel État maintenant le Front National? On sait que Jean-Marie Le Pen était plutôt réganien, c'est-à-dire un État très libéral. C'est peut-être parce qu'il y a eu ce changement que vous êtes venu au Front National. Pour quel État êtes-vous? Nous sommes pour un État stratège et un État fort.
Ça signifie que l'État doit intervenir dans les domaines stratégiques. Je vous donne un exemple concret. En ce moment, Florange, par exemple, nous estimons que la sidérurgie est un secteur stratégique. Donc vous êtes pour la nationalisation de Florange? Temporaire, tout à fait. D'accord. Et en attendant un repreneur viable, comme en son temps Raymond Barre, alors Premier ministre, avait nationalisé toute la sidérurgie française pour éviter la ruine totale de ce secteur extrêmement stratégique quand même pour notre économie. Ah bah je crois que Florange là ça coûte 1 euro, donc je vais vous dire ça coûte 1 euro symbolique Florange, donc pour l'instant on peut encore sortir à 1 euro. La fermeture du site est liée. Ce sera encore 1 euro de dette. La fermeture du site est liée à une chute de 25% du marché. Malheureusement pas une bonne situation des finances publiques. La fermeture du site est liée à une chute de 25% du marché de l'acier. Vous faites comment pour rendre ce site rentable, même nationalisé? Eh bien, nous mettons en place ce qui existe dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, c'est-à-dire un patriotisme économique. Voilà, aux États-Unis, vous savez, quand vous utilisez de l'acier, vous devez prioritairement utiliser de l'acier américain. Il y a une loi pour ça. Donc il n'y a pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Alors je crois qu'il faut mettre en place ce genre de mesures parce qu'aujourd'hui 60% de notre acier est importé. Voilà, et c'est nouveau, et ça augmente chaque année. Et c'est parce que nous sommes dans une société du libre-échange total. Il n'y a qu'en Europe qu'on fait ça. Hein. On s'est coupé du monde. Hein. L'Union européenne s'est isolée dans le monde. Mais vous voulez mettre en place un protectionnisme européen ou national? National. Est-ce que le marché français est suffisant? Parce que vous évoquez les États-Unis, mais effectivement c'est un énorme marché. La Chine, pareil, c'est un énorme marché. Est-ce que le marché français est suffisant pour faire fonctionner, on parlait de l'acier de Florange, mais aussi tout un tas d'autres industries comme l'agriculture? Je vous ai pris comme exemple les États-Unis, j'aurais pu vous prendre l'Argentine, qui est un marché plus petit que la France, j'aurais pu vous prendre le Canada, qui est un marché plus petit que la France. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont plus petits ou plus pauvres que la France et qui appliquent les mêmes méthodes avec succès. Oui, nous voulons un patriotisme économique national et donc un protectionnisme national. Ça veut pas dire, attention, les miradors ou quoi que ce soit, ça c'est la caricature. Hein. C'est des droits de douane ciblés, c'est des contingentements. On a des hauts fonctionnaires à Bercy qui savent faire ça encore très bien parce que c'est quelque chose de très classique normalement en politique économique et je n'ai pas de doute là-dessus. Pourquoi national? Parce que si je vous le promettais au niveau européen, je vous mentirais. Je peux faire mon Montebourg, hein. Le Montebourg, je veux dire, pas l'actuel, qui a renoncé à tout, qui va voter le traité. Le Montebourg de la campagne interne. Je pourrais vous dire, on va démondialisation. Et puis on fera les frontières au niveau européen. Mais ce serait vous mentir parce que c'est interdit par les traités européens qui le soutiennent. Mais les traités, vous le savez bien, ça se change. Donc. Ils veulent jamais les changer, ils veulent toujours les aggraver. Donc aujourd'hui, c'est interdit par les traités. Par ailleurs et surtout, de toute façon, l'Allemagne n'en voudrait pas. L'Allemagne ne voudrait pas de ce protectionnisme européen, c'est son droit. Alors faisons-le au niveau national. Vous savez, la France reste la 5e puissance économique mondiale. Je crois que nous sommes capables de faire de grandes choses encore. Ça ne veut pas dire s'isoler, ça veut dire au contraire être plus performant dans la mondialisation. La question qui suit va être parfaite dans ce débat. On entend au Front National une théorie ou un thème du déclin perpétuel qui est l'apanage souvent de l'extrême droite ou de la droite forte comme vous dites. Mais est-ce que puisque la France est en relatif déclin, on n'aurait pas besoin de l'Europe même différente pour faire en plus grand ce que la France a fait par le passé? Non, la droite forte, c'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Pelletier. Oui, c'est une motion de l'UMP. Mais vous refusez le terme d'extrême droite au Front National. Oui, même droite. Mais donc, est-ce qu'on peut faire, puisque la France, vous parlez de laxisme, quelle solution vous préconisez et est-ce qu'on n'aurait pas vraiment besoin d'une Europe, ne serait-ce qu'un minima, pour faire en plus grand ce que la France a fait par le passé? Le monde a quand même changé. Ça dépend ce qu'on met derrière l'Europe. Si c'est toujours l'Europe fédérale, l'Europe ouverte, l'Europe, je veux dire, sur-ouverte à tous les vents de la mondialisation, l'Europe ultra-libérale, je crois qu'on a quand même donné, voilà. On peut faire un bilan maintenant, on a donné. On pouvait encore nous promettre ça dans les années 80, on disait prenez l'acte unique, prenez Maastricht, on verra bien, ça ira mieux demain. C'est toujours ce qu'on nous dit. Bon là, on peut faire le bilan, 20 ans ou 25 ans après, ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors moi je veux bien qu'on continue à en mettre une louche supplémentaire à chaque fois, qu'on fasse comme lors des derniers temps du communisme, où on nous disait à l'époque, souvenez-vous, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Alors là, l'Europe, ça marche pas parce qu'il n'y en a pas assez. C'est ce qu'on entend aussi bien à l'UMP qu'au Parti Socialiste. Je n'y crois pas. Moi, je crois pas à cette Europe-là, je n'y crois absolument plus. Et je crois que c'est même devenu un ennemi de la démocratie, cette Europe-là. Je ne crois plus du tout à l'Union Européenne. En revanche, je crois à l'Europe des nations. Par exemple, je suis très inquiet quand j'ai entendu ce matin que Erasmus pourrait disparaître parce qu'il n'y a plus de financement. Ça, c'était un des derniers... mais l'émergence d'une citoyenneté européenne, ça vous fait peur? Mais c'est un des derniers, ça date des années 80. C'est un grand projet européen qui aurait pu favoriser l'émergence d'une nation européenne ou d'une citoyenneté européenne un peu plus accrue. Est-ce que c'est un cauchemar au Front National? Vous pouvez en rêver, ça peut être tout à fait... Vous avez le droit parfaitement de penser ça. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à une nation européenne. La nation française me va parfaitement bien. Je suis très fier de notre histoire et j'aime beaucoup mon pays. Mais je peux concevoir que certains rêvent d'une nation européenne. Ça n'est pas nouveau. Mais simplement, on peut pas forcer les choses. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Il faut partir des réalités. Parce que quand on nie la réalité, quand on est dans l'utopie, eh bien on arrive au drame. Et on l'a vu suffisamment de fois dans l'histoire, et on le voit en ce moment en Europe. On essaie d'aller à marche forcée vers une Europe fédérale.
une Europe supranationale, et ça ne peut pas marcher parce que ça n'est pas fondé sur les réalités. Vous parlez de drames, est-ce que justement dans l'histoire, les drames ne se sont pas produits parce qu'il n'y avait pas justement assez de coopération entre les peuples? Non, c'est pas une question de coopération, c'est lorsqu'on veut nier les réalités. Voilà, des drames, par exemple, je pense à l'URSS, c'était pas une, voilà, c'était manifestement typiquement, quelque la chose Seconde qui Guerre pouvait mondiale. pas tenir. Typiquement la Seconde Guerre mondiale, est-ce que l'Europe a été construite justement pour éviter ce genre de drame? Est-ce que le fait que vous vouliez revenir à rebours de cette histoire ne crée pas ou n'engendre pas des drames en fait? Non, parce que par exemple, votre remarque n'est pas juste parce que la Première Guerre mondiale suit une période de ce qu'on appelle la première mondialisation. Voilà. Quand on arrive en 1914, il y a des échanges internationaux qui sont quasiment plus importants que maintenant en termes de PIB. Le monde est extrêmement déjà mondialisé, ça n'a pas empêché la boucherie, le carnage de la Première Guerre mondiale qui a entraîné dans son sillon la Seconde Guerre Mais il mondiale. n'y avait pas du tout de coopération etc. européenne, il n'y avait aucun effort pour créer une citoyenneté européenne, il n'y avait pas Erasmus typiquement. Il y avait énormément de commerce entre les nations d'Europe, rassurez-vous, déjà à l'époque, ça n'a pas empêché les drames. Voilà. Moi, si vous voulez, je crois que l'argument de nous dire il faut garder l'Union européenne telle qu'elle et même la renforcer tout le temps, aller plus loin parce que c'est la paix qui est en jeu, c'est un argument de terrorisme intellectuel. C'est un argument de terrorisme intellectuel. Est-ce que ça n'a pas J'en fonctionné? veux preuve que les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne ne sont pas en guerre. N'ont pas été en guerre ces 60 dernières années. Non mais là on parle des deux grandes de l'Union européenne. Non. Voilà. La Suisse a rarement été en guerre dans son histoire. La France et l'Allemagne seraient en guerre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est au contraire aujourd'hui, en voulant faire rentrer dans un moule et que ça ne tient pas, qu'on prépare et qu'on est en train d'organiser la désunion entre les nations? Est-ce que vous n'entendez pas monter la désunion entre les nations aujourd'hui, quand les Grecs disent aux Allemands égoïstes, quand les Allemands leur répondent fainéants, quand on dit aux Portugais vous êtes aussi fainéants, vous ne faites rien, c'est le Club Med, c'est les Pigs ou je ne sais quoi. Vous croyez pas qu'on est en train de préparer les ferments de la désunion? Eh bien, pourquoi on prépare les ferments de la désunion? Parce qu'on veut absolument imposer à des pays un modèle économique et politique qui n'est pas adapté. C'est un petit peu, une monnaie unique qui ne marche pas et un fédéralisme qui repose sur aucune. C'est l'application à l'échelle européenne un peu de ce que vous prenez pour la France, un moule en fait dans lequel chacun devrait se reconnaître. Vous refusez le multiculturalisme, vous refusez que la différence. Donc vos Grecs, à vous finalement, c'est un peu les Arabes, les immigrés, non? Non, là, je crois que vous mélangez beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Vous savez, l'uniformité, c'est pas nous qui sommes favorables à l'uniformité, c'est au contraire, pour le coup, la Commission européenne qui impose partout les mêmes règles, de manière assez stupide souvent, parce que c'est pas. Vous êtes quand même contre les minarets, par exemple. Pourquoi vous êtes contre les minarets si vous êtes contre l'uniformité? Bah, on est contre les minarets parce que déjà on est contre les minarets. On pourrait poser la question quand on a posé la question aux Suisses en 2009. Non mais moi je vous demande non, mais attendez, Philippot, pourquoi êtes-vous contre les minarets? Non, on s'en fout. Non mais j'ai pas pourquoi je me suis pas exprimé en disant je suis contre les minarets par principe. Le Front National est allé faire des manifestations contre à Cantleux par exemple en Haute-Normandie. Mais vous me laisserez quand même dire ce que je veux dire sur les Suisses. Quand en 2009 les Suisses ont voté contre les minarets, c'était leur droit, c'était un référendum. Et on a entendu toutes les élites hurler. Voilà, ils ont le droit de dire ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ils ont le droit de le dire et c'est simplement la démocratie. Sur la question dont vous parlez des lieux de culte et par exemple des mosquées, nous sommes pour l'application de la loi de 1905, c'est tout. Voilà. Quand il y a, comme à Strasbourg, l'inauguration par le ministre de l'Intérieur d'une mosquée financée à 22% par les collectivités locales. Mais vous savez très bien qu'à Strasbourg, la loi de 1905 s'applique pas. À 26% par des pays étrangers comme l'Arabie Saoudite, nous considérons que ça n'est pas la laïcité. Mais à Strasbourg, la loi de 1905 s'applique pas, donc la question se pose pas. Si vous êtes pour le respect de la loi de 1905, il faut respecter le fait pour l'abolition du concordat. Vous savez qu'il y a le concordat, mais que le concordat ne concerne pas l'islam. Voilà. Et la situation à Strasbourg est quand même, et pour les musulmans, est quand même très différente, puisqu'il n'y avait pas du tout le même pourcentage de musulmans en 1905 et aujourd'hui. Ils ont besoin de lieux de culte. On entend toujours qu'il faut faire sortir l'islam des caves. Ne mélangez pas tout. Ils ont le droit d'avoir leur mosquée. Nous ne sommes pas contre le fait qu'ils aient des mosquées, bien évidemment. Nous sommes contre le fait qu'il y ait une infraction à la loi. Voilà. Qu'elle soit financée par des fonds publics ou qu'elle soit financée par des pays étrangers. En même temps, vous dénoncez, à ce moment-là, par qui elle peut être financée? Par les fidèles. Par les fidèles eux-mêmes? Par les fidèles. D'accord. Mais ce qui a aussi été le cas à Strasbourg dans une certaine partie. Dans une certaine très intéressant. On va parler un peu de vous, Philippot. C'est intéressant quand on regarde votre histoire politique, votre parcours de militant. Comme n'importe quel énarque, ce n'est pas finalement par la base, mais par le haut que vous êtes rentré au Front National. Vous avez rencontré Marine Le Pen en 2009 en vous faisant parrainer par Paul-Marie Coutot, et ce n'est qu'après qu'elle vous ait embauché que vous avez adhéré au FN. Donc finalement, comme n'importe quel énarque dans n'importe quel appareil politique, ce n'est pas par la base mais par le haut que vous êtes entré. Donc qu'est-ce que vous répondez à cette contradiction? Oui, je serais pas le seul, vous savez. Mais j'ai un passé militant qui n'était pas au Front National. Non. Vous savez, en 2002, moi j'étais là avec mes tracts, avec mes affiches. Pour Jean-Pierre sur le terrain, en juin dernier, quand j'étais candidat au législatif, j'étais avec mes tracts, mes affiches. Et je suis en permanence sur le terrain. On peut en parler de ça aussi. On vous a aussi parachuté dans une circonscription qui était plutôt facile, un peu plus facile que d'autres circonscriptions. Comme un énarque finalement.
Non, on m'a appelé dans une circonscription. Voilà, on se disait, il y a une chance effectivement de l'emporter. Vous avez été au second Effectivement, tour. il y avait Oui. une chance de l'emporter, et on m'a demandé de venir parce que on a estimé que je pouvais être utile à ce moment-là, à cet Mais endroit-là. par rapport à Et d'autres je militants. crois que un Ouais. parachutage reste un parachutage Ouais. si vous n'atterrissez pas correctement. Moi, j'ai atterri correctement. Le parachutage, effectivement, je l'ai jamais nié. Il y a eu Ouais. parachutage, comme tous les résistants. Ouais. J'étais parachuté, voilà. Mais ce parachutage a réussi parce que j'étais adopté par les Mosellans. Est-ce que finalement, pour reprendre la question de Philippe, est-ce que vous critiquez les apparatchiks, mais est-ce que finalement, au Front National, vous n'êtes pas vu comme un apparatchik par les militants qui, eux, militaient dans cette Je crois pas du circonscription? Je crois pas du tout. Ah non, 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 en tout cas, non, non. Il y a eu un les bon militants- contact avec les militants dans la circonscription? Ah, le contact avec les militants dans la circonscription, avec les électeurs plus généralement, et avec tous les adhérents et les militants du Front National est excellent. Parce qu'on dit que vous Bien entendez évidemment. plutôt mal avec vos camarades au bureau politique du Front National, que ça se passe pas forcément très bien. Ah bon? Bah, que par exemple la droite, la base idéologique du FN est un peu plus dure. Oh, on n'est pas dans un village schtroumpf, on n'est pas tous les meilleurs amis du monde, c'est vrai. Ouais. Bah bien sûr, comme partout. C'est les Vous aimez bien, réalités humaines. vous aimez bien Bruno Gollnisch? Maintenant, les choses se passent extrêmement bien et j'aime beaucoup Bruno Gollnisch. Oui, tout à fait. Vous avez, on voit que vous avez un discours qui est plutôt policé, mais ce qui est intéressant, vous avez dit que vous n'auriez jamais rejoint le FN s'il n'avait pas changé d'orientation économique, mais si par le haut ça a pu changer, est-ce que vous pensez que les militants de base, eux, n'ont pas changé quelque part? Les comment vous militants de base, expliquez vous votre- savez, moi je les vois, je fais quasiment tous les week-ends des déplacements Vos dans les électeurs. fédérations. Est-ce que vos électeurs ont Et changé? attendez, je réponds d'abord. à la Allez-y, question. allez-y. militants. Je vois dans les fédérations des militants, je fais des déjeuners débats, je fais les meetings, etc., etc. C'est des Français. Voilà, c'est des Français qui veulent que ça change, qui sont pas contents de la situation tous actuelle les et qui partis, c'est aspirent comme à ça. autre chose. Ouais. Bah oui, voilà, c'est des Français comme les autres. Vous savez, quand vous faites 18% des voix, vous avez de fortes chances de tomber sur des Français comme les autres. Est-ce qu'on pourrait comparer, je sais pas si vous avez les chiffres ou pas, vos électeurs de 2002 avec vos électeurs de 2012? Est-ce qu'ils ont changé en fait? Parce que moi plus c'est nombreux. ce que je me demande, parce que vous avez opéré, comme vous l'avez dit, une espèce de mutation idéologique sur l'économie, de passer d'un État en gros libéral et réganien à un État stratège, comme vous l'appelez. Mais il me semble pas que vos électeurs aient foncièrement changé. Est-ce que finalement la base commune entre le Front National Jean-Marie Le Pen et le Front National Marine Le Pen, c'est pas cette espèce de marche forcée vers l'assimilation, ou ce que certains dénoncent comme de l'islamophobie? Est-ce que c'est pas ça qui cimente votre électorat, et que finalement la mutation économique c'est plus un vernis pour faire plaisir aux médias parisiens? Oh, on leur fait pas- vous savez, moi je leur fais pas plaisir quand je leur dis que je n'aime pas l'euro et que Ou la laïcité? vous devriez voir leur tête quand on fait des conférences de presse économiques, ils aiment pas beaucoup. Là, on touche au dogme des dogmes. Hein. Je Le dogme vous- du je dogme. vous parle ce La qui est- question ce qui- économique ce qui et européenne ce et qui le dogme cimente- du ce dogme. qui Le dogme cimente- absolu. Ce qui cimente votre électorat qui n'a Non, pas bougé. vous savez, si là, Marine Le Pen a fait une percée très importante chez les fonctionnaires, puisqu'elle était deuxième chez les fonctionnaires, elle était au second tour face à François Hollande, si on se restreignait à la fonction publique, c'est parce que les fonctionnaires l'entendent. Voilà, ils l'entendent. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur de chacun de nos électeurs. Chacun se détermine en fonction. Bon, de vous devez savoir ce qui considère. marche et ce qui marche pas, quoi. Non, on raisonne pas comme ça. Oui, ce qui marche pas pour la France, effectivement. Mais pas en termes électoral ou électoralistes. Parce que si on raisonnait comme ça, par exemple sur l'euro, aujourd'hui vous avez en gros 35% des Français qui veulent la fin de l'euro, qui veulent qu'on mette fin à l'euro. Eh bien, on arrêterait, on se dirait, bon, bah, on va se mettre du côté de la majorité, 65%. Ben non, parce qu'on considère que l'euro est une mauvaise chose et que ces 35% demain deviendront 65%. Thibaut Vignet-Scott est en studio avec nous et essaiera de vous faire exercer votre droit d'inventaire sur l'héritage du Front National. Bonsoir Thibaut, c'est à toi. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. J'ai quelques questions C'est et le j'aimerais petit moment avoir... Canal+, là. Oh, je sais pas comment le prendre, Allez-y, ça, allez-y. mais je vais le prendre On n'a bien. pas vraiment un studio Canal+. Oui, prenez-le. Je vais vous demander de réagir par rapport à des déclarations qui ont été faites. Mais premièrement, par rapport à votre personnalité, vous venez du Nord, vous êtes Ouais. né à Croix. Mhm. Croix qui est la 3e ville, je crois, en France où on paie le plus d'ISF. Oui, j'y suis resté. Est-ce que, parce que moi aussi je viens pense, du Nord, vous 3 voyez, jours. on a des points Par ma maternité. communs. Je viens du Nord aussi. Est-ce que Ouais. vous pensez que le Nord, parce que j'avais entendu Marine Le Pen dire que elle adorait cette région-là parce que les gens là-bas étaient totalement différents et presque sensibles à vos propos et à votre idéologie et à ce que vous défendiez. Est-ce que vous pensez réellement que les nordistes, particulièrement, adhèrent à ce que vous dites ou sont seulement des gens sinistrés économiquement? Je regarde les résultats, ils nous ont d'excellents scores dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'ils effectivement. adhèrent à ce que vous dites ou parce qu'ils sont sinistrés économiquement? Ben, ils s'adhèrent à nos idées, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en bonne forme économique et sociale, mais comme beaucoup de Français malheureusement. Voilà. Mais ne croyez pas que le vote Front National, si c'est ce qu'il y a derrière votre question, ou Marine Le Pen, est un vote
j'ai entendu chez Nicolas Sarkozy, enfin chez Contestataire ses lieutenants, le rejet de crise ou je ne sais quoi. C'est un vote d'adhésion, ça a même été prouvé par les sondages. Très bien. En 2011, à l'Express, vous aviez déclaré que vous n'auriez pas rejoint le Front National si Jean-Marie Le Pen avait encore été à la présidence du Front National. Pourquoi ? Il y a eu un Oui, grand moi j'ai changement rejoint depuis le Front National par Marine, effectivement. D'accord. Et Jean-Marie Le Pen n'a plus aucune influence sur le Front National ou sur l'image du Front National ? Bah, il est son fondateur, il est son président d'honneur. Évidemment qu'il a un rôle déterminant, Ouais. c'est évident. Vous savez, quand vous avez passé 40 ans quasiment à diriger une structure, vous êtes là et légitimement, il a été au second tour de la Vous pensez pas présidentielle. qu'il a fait plus de mal au Front National que d'autres auraient pu le faire ? Bah, il a réussi à créer un parti qui est devenu incontournable dans la vie politique française, à le pérenniser, à déjà construire, je vous assure, construire un parti politique, c'est extrêmement difficile. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont en train de s'en rendre compte. Et il a été au second tour de la présidentielle. Voilà, je pense que s'il y a pire, hein, comme palmarès politique électoral. Mais Marine Le Pen, c'est vrai, a sa personnalité, a ses convictions, et c'est elle que j'ai rejoint, effectivement. Au Monde, le 21 septembre dernier, Marine Le Pen a accordé une interview où certains observateurs politiques ont pu remarquer les quelques traits communs qu'elle avait avec son papa. Elle a déclaré qu'elle mettrait à la porte tous les intégristes étrangers. Mhm. Ça veut dire que les intégristes français, eux, restent et qu'il n'y a pas de problème. Bah, les intégristes français, c'est plus difficile de les mettre à la porte. Hein. Oui, Vous les mais mettre alors où vous faites quoi avec ils ont les comme intégristes pays français la France. Donc. Oui, bien sûr, mais enfin, je mets à la porte tous les Ah bah intégristes s'ils étrangers, agissent c'est- illégalement, il faut appliquer les lois. Il y a des lois quand même prévues pour les Français, bien sûr. Vous parlez, elle a beaucoup parlé d'ailleurs dans cette interview-là de laïcité. On a entendu parler du voile intégral, de la kippa. Quid du voile des religieuses chrétiennes? Les partisans du Front National, je crois d'ailleurs, certains abordent un crucifix, même dans vos meetings. Et d'ailleurs, on l'a rappelé tout à l'heure, vous avez rencontré Marine Le Pen par l'intermédiaire de Paul-Marie Couteau, qui a déclaré « Les valeurs de notre combat sont d'essence et d'inspiration chrétienne ». Alors, Florian Philippot, laïcité à sens unique ou laïcité réelle? Je vous explique très clairement la position. Il y a une loi qui s'applique dans les établissements scolaires depuis 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles. Nous voulons l'extension de cette loi dans l'espace public. Et nous avons précisé, ça vient aussi Jean-François Copé, qui nous a dit qu'on voulait, je crois, détruire les calvaires ou je ne sais quelle bêtise, et empêcher les imams, les rabbins, les bonnes sœurs et les curés d'être dans la rue. Non, il y a une exemption évidemment, comme il y a déjà une exemption prévue par la loi de 2004. Mais enfin, Pour le personnel religieux. on a quand même remarqué que dans le monde, les attaques de Marine Le Pen visaient précisément les juifs, les musulmans, Non. mais rien sur l'apparence religieuse que peut avoir un prêtre ou une sœur religieuse. Non. Si vous dites ça, vous mettez en Pourquoi cause le journaliste. Relisez l'interview. Est-ce que vous pensez toujours qu'il faut interdire le voile dans l'espace public? Oui, je le pense. Bon. Et la kippa? Il est évident que si nous interdisons le voile, nous interdisons aussi la kippa. D'ailleurs, hier, Jean-Marie Le Pen... Il aurait dû poser la question sur la grande croix. C'est très récent. On va parler d'une intervention de Jean-Marie Le Pen hier à l'Express, qui a déclaré que le président d'honneur du Front National assure que si l'UMP n'a jamais accepté de s'allier avec le Front National, c'est à cause d'un pacte signé entre des politiques de droite et l'organisation israélite Benrai Berit, qu'il avait déjà dit en 1997. Alors, qu'en est-il? Bah, je ne sais pas, la réalité, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est Vous bien pensez cette réellement organisation, je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais Mais rien. vous, Moi, je en suis au- votre nom, vous pensez qu'il y a des... Ah, j'ai pas de moyen de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, merci le Hybrid de nous avoir empêchés de faire cette alliance. Merci beaucoup. Donc, cela prouve par ailleurs que ça a déjà été. Parce que cette alliance n'aurait pas eu de sens. Donc ça a déjà été sur la table. Alors cette alliance, il en a déjà été question au sein du Front National. Ah, mais je pense que le front, Ouais. si vous voulez, vous vous souvenez des épisodes au régional de 98. Oui, 98. Il y avait eu effectivement ces histoires en 86, je crois, lors des législatives. Oui, c'est une question parce qu'à l'époque, probablement qu'avec le RPR, il y avait plus de points communs. Voilà. Vous lisez le programme immigration du RPR de 1990, il est plus dur, je crois, que notre programme immigration actuel. C'est ce que dit Eric Zemmour notamment. Merci beaucoup Thibaut pour à tout à l'heure d'ailleurs avec Justine Jankowski pour l'édito et pour finir comme à notre habitude les questions acerbes de Marine Doux qui ont fait trembler Bruno Le Maire qui n'est pas exactement de votre bord il y a 15 jours. Donc questions courtes et réponses courtes. À vous Marine. Bon alors bonsoir Monsieur Philippot. Bonsoir. Donc comme l'a dit Philippe, il faut répondre simplement et franchement, le moins de langue de bois. Et donc on va commencer par une question qui concerne beaucoup de Français. Copé ou Fillon? Je crois que ça concerne peu de Français. Ça concerne quand même une partie de l'opinion. Donc quel est votre Ah bah alors là. quel est votre avis? Vraiment aucun. Ni l'un ni l'autre? Non.
Mais j'ai pas ma carte à l'UMP, je peux pas voter, moi. Oui, mais bon, vous pouvez quand même avoir un avis. Non, vraiment, j'en ai pas pour le coup. Et entre Obama et Romney, Vous avez un avis. vous avez sûrement un avis. parce que Wall le Street FN, contre Wall Street, quoi. Non, Ah mais oui. c'est ça. Oui, mais enfin, Marine Le Pen aurait Campagne pu à être 1 milliard, présidente, campagne à 1 donc, milliard. Oui, mais vous avez Moi, pas je tout respecte avis le choix des Américains. Je vais pas me mettre à leur place. Ils feront ce qu'ils veulent. D'accord. Et avoir été militant pour Jean-Luc Mélenchon en 2005, c'est une nostalgie ou c'est un regret? J'ai pas été militant pour Jean-Luc Mélenchon Ah, en écoutez, 2005. J'ai assisté à un meeting. J'ai assisté à un Oui, mais meeting. vous Ah. assisté à un meeting et finalement. Oui, j'ai assisté on à un voit dans meeting votre sur. parcours, Effectivement, il y a même Marie-Georges Buffet, il y a même Olivier Besançon, Oui. ça, pour le non à la Constitution Mais européenne. vous regrettez ou Ah non, vous pas du considérez que c'est tout, votre, pas du tout. Par contre, j'ai fait un trajet de RER à la même époque, en 2005, Oui. en 3 Oui, quarts oui. d'heure avec Jean-Luc Mélenchon. C'était très intéressant. Où il m'a dit que je lui ai parlé de mon engagement à l'époque, un peu avant pour Chevènement. Et il m'a dit, oui, le problème de Chevènement, c'est que il n'est pas de gauche, il a dit nationaliste. Moi, je crois pas qu'il soit nationaliste, il est patriote. Mais donc, on voyait bien que Jean-Luc Mélenchon avait un problème avec la nation. C'est là que j'ai commencé à me dire, probablement que Mélenchon n'est pas la personne qu'il me faut. D'accord. Et vous considérez votre première rencontre avec Marine Le Pen comme un coup de foudre amical et professionnel. Qu'en est-il de Jean-Marie Le Pen? Première rencontre, c'était où? Alors, première rencontre, c'était où? C'était, je pense, au siège du Front National. Voilà. À Nanterre, non? Ouais. Coup de foudre ou pas? Non, il n'y a pas eu de coup de foudre, mais ça s'est bien passé. Voilà. Sans plus? Bon, ça s'est bien passé. On n'a pas les mêmes relations qu'avec Marine, mais tout se passe bien, je vous rassure. Ça nous rassure. Et donc, comme nom de parti, vous préférez Rassemblement Bleu Marine ou Front National? Front National est un parti politique, le Rassemblement Bleu Marine est une association loi de 1901. Donc Oui, c'est pas mais du tout la à même chose. l'avenir, un changement de nom? Ah, c'est pas du tout l'actualité. Pas pour vous? Mais vous savez, le Rassemblement, ça dépasse le Front National. Voilà. Ça montre qu'on tend la main vers tous les patriotes, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Beaucoup sont au Front National, mais il y en a aussi évidemment ailleurs. Il y a d'immenses réserves de patriotisme dans le peuple français. On est dans une logique de rassemblement de tous ces Français qui veulent que leur pays se redresse. Tout à l'heure, on parlait de l'Europe et le Front National est quand même assez opposé à l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe vu que Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen siègent au Parlement européen? Non, comme je crois Pas de paradoxe. Non, il n'y a pas de Il y avait des paradoxe. royalistes. Ouais, mais j'allais dire. Ah, il y a deux, ouais. Il y avait c'est des sûr, hein. royalistes Non, mais il y à avait- l'Assemblée non, mais il y a nationale. autant de voilà, il y a autant de la. Si vous voulez, quand on est contre effectivement une dérive d'un système, ça ne veut pas dire, et on n'est pas efficace quand on se met complètement à l'extérieur. Je crois Oui. qu'on est plus efficace quand on peut influer à l'intérieur par ses votes, quand on peut faire connaître aussi aux Français ce qui s'y passe, parce que si on n'y était pas, eh ben, on pourrait dire moins de choses aux Français, et quand on peut effectivement aussi s'allier avec d'autres députés européens qui pensent la même chose que nous, parce qu'on est plus fort comme ça. Et finalement, entre la nièce, le père, la fille et le compagnon, vous vous sentez un peu intrus ou au fan ou non? peut-être dans la famille. Non, beaucoup, je m'entends bien avec les quatre, mais vous savez, si vous regardez, parce qu'on en parle beaucoup pour Oui. Marine Le Pen, etc., on en parle moins pour Martine Aubry et Jacques Delors, vous voyez, par exemple. Oui, Peut-être là, parce mais qu'ils n'ont la pas le même famille nom. est là, complètement. Ça vous... Oui, mais c'est choque quelque pas. chose d'assez classique. Quand on a une passion commune, généralement, ça se diffuse dans l'entourage, vous le savez. D'accord. Hein, dans l'entourage Donc il faut qu'on familial. s'apprête à voir votre épouse, vos enfants, Non, votre mais- tante. Ouais, fan. Non, mais c'est quelque chose qui me semble absolument naturel. D'accord. Et tant qu'on est, on est valorisé au mérite, au travail et aux compétences, eh bien, tout va très bien. Ok, merci beaucoup Marine, merci à vous Florent Philippot d'avoir accepté notre invitation ici Merci à à Sciences vous. Po. C'est la seconde fois dans l'histoire de l'école qu'un cadre du Front National peut s'exprimer en toute liberté dans notre Bah, locaux. tant mieux. Et c'est la seconde fois, et comme toujours à Radio Sciences Po. Tout à l'heure, Dominique Régnier, candidat à la direction de notre école, répondra aux questions de Florian Berco et Léo Mébaza.